Nous sommes à Cahors, c'est bien ça, parce que je m'y perds là. Nous sommes à Cahors, devant la librairie la boutique Antémésis de Dominique Roux, avec donc Gérard et Julie Conton. Vous, c'est Viviane. Viviane et donc Laurence Bastrou. Et apportez une chaise, Madame Roux. Alors donc finalement, on voudrait d'abord commencer par votre rapport à l'astrologie. Vous pouvez nous parler un peu de ce... Après on essaiera d'ouvrir le débat sur d'autres questions. Donc Gérard, on se connaît donc, vous disiez que vous aviez des souvenirs de notre première rencontre il y a 35 ans, 36 ans. À l'époque vous étiez déjà dans l'astrologie. À l'époque je côtoyais les éditions traditionnelles et je m'intéressais à l'astrologie, oui. Comment dirais-je, j'avais même déjà donné des cours à l'époque, mais j'étais curieux de tout, de toutes les écoles, et j'avais commencé déjà peu à peu à faire une synthèse. C'est-à-dire une démarche psychanalytique par ailleurs, parce que j'ai été formé à la psychanalyse par l'aumônier du lycée Arago, le père Anatrella, qui nous a quelques-uns touchés à la psychanalyse. Donc il y avait une approche vers la psychanalyse. Ensuite il y avait l'astrologie et le monde des symboles, on peut dire, hein, et la symbolique. Donc toutes les écoles d'astrologie m'intéressaient. Je cherchais à synthétiser, à comprendre, à essayer d'aller plus loin. Et pour ça j'attrapais tout. J'essayais Et alors, qu'est-ce que vous avez en 35 ans? Il y a eu une évolution, il y a eu des découvertes, il y a eu des prises de conscience. Oui, il y a des découvertes, c'est que l'outil astrologique tel qu'il était ne me convenait pas. Je voulais trouver le noyau caché, l'ordre du fond. Et cette quête, elle a pris du temps. Elle a pris beaucoup de temps à se concrétiser parce qu'il fallait se débarrasser de beaucoup de choses. En fait. Oui, tout à fait. Il fallait se débarrasser de beaucoup de choses, de systèmes de pensée, tout en les ayant acquis. C'est là toute la complexité. Et puis, je veux dire que depuis maintenant 4-5 ans avec Julie, on fait vraiment un travail fondamental à la fois sur l'écriture et sur la structuration des mémoires, puisqu'on a touché le cœur on peut dire, du système, c'est-à-dire que tout l'inconscient collectif est structuré de manière symétrique et géométrique, et évidemment il faut l'apport des positions solaires astronomiques pour construire cette trame par les mémoires. Et là on arrive à des cohérences, à une intelligence, c'est-à-dire qu'en fait on est dans une forme de spiritualité astrologique, mais qui combine avec la rationalité. Est-ce que vous avez changé l'outil astrologique? Vous l'avez remanié? Ou bien c'est le même? C'est simplement sa façon de l'utiliser qui a changé? C'est le même, puisque les positions solaires sont des positions solaires. Non, mais vous faites le thème astral, vous avez les mêmes façons de travailler que les astrologues? Alors il y a aussi autre chose. Enfin, vous différenciez? Nous, on peut aussi alchimiser un thème astrologique, c'est-à-dire derrière le thème apparent, chercher l'ordre caché, c'est-à-dire qu'en travaillant sur les mi-points, on peut multiplier les mi-points et les additionner jusqu'à 7-8 planètes. C'est-à-dire qu'on arrive au travail de Pythagore. Donc vous empruntez les mi-points à l'école allemande, c'est ça? En fait, ça va beaucoup plus loin que les mi-points, puisque en fait, les mi-points, c'est entre deux planètes. Mais nous, c'est le même principe, mais avec 3, 4, 5, ça peut aller jusqu'à 10, 11 planètes. C'est-à-dire qu'on utilise le septénaire des visibles et des invisibles, donc les 14 éléments du thème. Nous, on travaille avec le soleil noir, ce qui est ce qui n'est pas si courant que ça. Et à partir de ça, disons par un jeu de moyenne, on met en application le principe de médiété de Pythagore, de moyenne, c'est-à-dire on additionne puis on divise et on obtient une sorte, en mathématiques on pourrait appeler ça le barycentre aussi d'un point de vue géométrique. Et donc en fait on obtient à partir d'un thème natal, on dégage des polygones réguliers. Donc ça peut être l'hexagone régulier, donc derrière en fait on a des trigones et des sextiles. Mais ça peut être aussi un octogone régulier, donc à ce moment-là, on est dans le carré, le semi-carré, le sesquicarré. Mais vous allez avoir finalement une... Ça c'est par rapport au thème natal. Hein, vous allez avoir une... Ça ne va pas être les mêmes facteurs qui vont apparaître comme prédominants, comme chez un astrologue traditionnel. Vous allez avoir des combinatoires qui ne seront pas perçus par un astrologue traditionnel. Exactement. Tout à fait. Et voilà, c'est ça. Disons que c'est complémentaire, c'est-à-dire que tous les outils traditionnels, on les utilise. La symbolique, des signes, des maisons, les transits, etc. bien sûr.
mais en même temps, c'est un nouvel outil qui permet d'aller plus loin. Parce que derrière ces polygones réguliers, en fait, ça correspond à des dates qui correspondent au passage du soleil chaque année sur les pointes des polygones. Et à partir de ces dates, on fait un travail sur les mémoires, donc les mémoires familiales, personnelles, etc. C'est pas facile à comprendre, je crois, quand même, pour nos auditeurs. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ça a besoin d'être visualisé. Oui, c'est ça, en déjà. fait. On pourrait visualiser cela par des simples miroirs. On pourrait dire une chose très simple. On pourrait déjà parler des miroirs, parce que le miroir en soi est une notion simple, accessible à tout le monde. Et on connaît tous le miroir des solstices et le miroir des équinoxes. D'accord. Il est simple, c'est un miroir des saisons, c'est immuable. Et le mot miroir, qu'est-ce qu'il veut dire dans votre bouche, miroir? Alors, il est point opposé, il est dialectique, Ah oui. il renvoie à une dialectique, donc il réfléchit un sens métaphysique. Et donc, il y a des miroirs célèbres dans l'histoire, bien entendu, qui sont aussi des miroirs qui vont jouer ensuite dans notre vie quotidienne, personnelle, familiale. Donc, le miroir peut parler aussi bien de la grande histoire que de l'histoire familiale et personnelle. Hein. Donc, un miroir simple, c'est le miroir du 11 novembre et du 8 mai. C'est-à-dire qu'au miroir de la Première Guerre mondiale, à 17e degré du signe de Scorpion, à 17 taureaux, eh bien, on a la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les deux guerres mondiales se forment un miroir. Et sur ce miroir va se construire l'unité de l'Europe franco-allemande, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est par couches de mémoire qui se superposent les unes les autres jusqu'à atteindre des strates de 10, 20, 30 miroirs superposés. Je suppose que vous utilisez l'informatique pour faire tout ce Alors travail. paradoxalement, on utilise peu l'informatique parce que c'est bourré de fautes sur Internet. Ah. Donc voilà, donc on est obligé de travailler sur des immenses chronologies et on a des systèmes de travail personnels puisqu'on gère actuellement 300 000 à 400 000 mémoires. Mais comment vous avez été mis sur la piste de cette façon de travailler Par des bouquins de chronologie, tout simplement. Ah bon? C'est-à-dire il suffit d'observer quelquefois la chronologie de l'histoire ou la chronologie familiale pour s'apercevoir que les dates se répondent, en fait. Et donc c'est stupéfiant. C'est stupéfiant de simplicité, mais derrière ça, évidemment, il y a une complexité. Oui, ensuite. oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc l'astrologie, à votre avis, elle vient d'où? C'est une réalité, c'est quelque chose qui nous relie au cosmos, à la nature, je ne sais pas, ou est-ce que c'est au contraire une construction des hommes En fait, je dirais que l'astrologie, enfin, dans ce qu'on fait là, enfin, dans ce qu'on est en train de montrer, c'est un petit peu si on montrait concrètement, en fait, on montre concrètement que l'inconscient collectif, on peut aussi dire le temps, la temporalité, enfin les dates, elles s'organisent de manière géométrique. Et en fait, ça, cette pensée, c'est une mathématique de l'humain, en fait, une géométrie de l'humain, une algèbre de l'humain. En fait, c'est tout à fait la pensée de Pythagore, mais adaptée à l'être humain, à la société. Voilà, exactement, mais c'est-à-dire que mais en fait, ça n'avait jamais été montré concrètement. Oui. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu le rêve de tous les chercheurs en astrologie, c'est de trouver des patterns, des paradigmes qui puissent constituer une clé pour comprendre la réalité humaine. Et nous, ce qu'on peut dire, c'est que ce système, il est universel. Il est applicable en toutes choses, en tout lieu, en toute structure. On peut avec cela vous parler du foot, du tennis, on vous montrera que l'équipe de France qui a perdu un match en face de tel pays, au miroir elle va gagner, etc. Il y a toute une cohérence et une organisation invraisemblable qui dépasse absolument. Vous avez des questions à poser? Mais ça fonctionne sur un plan aussi, bien sûr, individuel, familial. Donc après, derrière, c'est vrai qu'on peut aussi faire un travail qui part du thème natal et qui rejoint ce principe de symétrie, d'organisation symétrique, mais là par un jeu de calcul comme on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc en fait, ce principe-là, il fonctionne, c'est un petit peu comme une loi géométrique que l'on a décodée, qui fonctionne aussi bien à l'échelle collective, mondiale, historique, et à l'échelle individuelle. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que on peut parler d'une seule et même astrologie, mais c'est en même temps une astrologie qui va se présenter sous les formes les plus diverses. C'est-à-dire que vous n'avez pas un modèle simple. Non, le modèle n'est pas simple. Il prend des formes extrêmement diverses. Tout à fait, il se métamorphose. Si vous voulez, là, lorsqu'on évoque le miroir, c'est un principe simple de compréhension, oui. Mais on pourrait aller plus loin et parler même d'un miroir central. On pourrait parler des mandalas bouddhistes, c'est-à-dire sur un miroir central, eh bien, s'organisent de chaque côté des miroirs latéraux, etc. Donc, on entre dans toutes les traditions, en fait,
du passé et du mandala, hein, par exemple, puisque le mandala, en fait, le mandala est une forme intelligente, mais on n'a pas songé à imaginer que derrière un mandala, sur chaque pointe, il y avait des mémoires. On pouvait poser des mémoires. Donc on revient en fait à une redécouverte de la tradition. Ce qui est bien là, par exemple, c'est que vous étudiez les étapes d'une vie, par exemple chez Mozart. Là. Voilà. Parce que beaucoup d'astrologues sont un peu déficients à ce niveau-là, même ce matin par exemple. Donc là, comment vous faites pour situer les grands moments de la vie, enfin des dates importantes de la vie d'un auteur ou d'un... Disons qu'on travaille sur les biographies, alors c'est vrai qu'on fait vraiment un travail de fourmi et donc, oui, c'est ça. Concernant, enfin d'un point de vue vraiment biographique. Hein. Et alors donc finalement, comment fait-on pour... Parce qu'on a l'impression d'être une astrologie totalement différente, enfin je ne sais pas. Je pense, sans vouloir mettre une opinion, je ne sais pas, pleine d'ego, autre chose, j'ai l'impression, parce qu'on nous l'a déjà dit, et on le ressent, qu'on annonce quelque chose de tout à fait nouveau, effectivement. Alors moi j'essaie de mieux comprendre, je vous avoue, je n'ai pas encore compris de quoi il s'agissait exactement. Par exemple là, pour prendre l'exemple de comment vous faites pour étudier les étapes importantes, les dates importantes d'une personnalité connue. Qu'est-ce qui va? C'est les transits, c'est quoi? Comment ça se passe? Prenons par exemple, mais on pourrait donner un exemple qui est dans ce livre. Prenons par exemple le miroir de Karl Marx. Karl Marx est né un 5 mai. On va vous donner un exemple de transit, hein, puisque vous posez la question précise. Et au miroir, le 7 novembre, c'est la révolution russe. Oui. 5 mai, la théorie. 7 novembre, l'action. Donc ils sont des dates en miroir. Voilà, avec la naissance de Trotsky en prime. Et de chaque côté en miroir, et en miroir latéral, la mort de Lénine et la mort de Trotsky. Donc on a un triangle isocèle parfait. Ah oui, d'accord. En fait, quoi, ce qui vous intéresse, ce sont les dates qui se retrouvent. Ah oui, 21 janvier, voilà. C'est plutôt 21 juillet d'ailleurs, normalement. Pardon? Le mois de janvier s'oppose au mois de juillet. Non, mais là, nous sommes en miroir latéral par rapport à une symétrie centrale. Hein. Ah oui, c'est ça. Voilà, vous avez la symétrie centrale. C'est-à-dire qu'il y a toujours un axe de symétrie. Oui. Hein, il y a un côté numérologique, presque, on pourrait presque dire, au niveau des chiffres. On ne tient pas compte des chiffres dans cette analyse même. Hein. Mais pour rester sur le transit, puisque vous avez posé une question sur le transit, eh bien, la clé de tout cela, c'est quand Pluton va atteindre la pointe de la symétrie centrale. Quand Pluton arrive sur la symétrie centrale, c'est la chute du mur, c'est l'effondrement du communisme, à l'opposition du soleil de Marx. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des structurations, on le sait quand elles vont être activées. On sait à quel moment de l'histoire elles vont être activées. On peut vous montrer les structurations de Bach. On sait à quel moment elles vont être réactivées. Donc à quel moment il va y avoir une poussée de publication sur Bach, ou il va y avoir une poussée... Même bien après sa mort. Voilà, les poussées de... Je ne sais pas, moi, à Toulouse-Lautrec, le moment où il y a eu l'emballement d'EO 151, les planètes touchaient la structuration centrale de son axe de symétrie. C'est-à-dire qu'en fait, on a des sortes de dessins et de mandalas, et on sait par les planètes à quel moment elles vont vibrer et se réveiller. Non, mais ça, on peut dire que à un certain niveau, ce que vous dites, ça fait sens pour tous les astrologues. Oui. Parce que tout le monde cherche à... Mais c'est pas les mêmes outils, quelque part. C'est pas les mêmes façons de travailler. Non, parce que là... le projet est le même, en fin de compte, c'est ça. Oui, bien entendu, chacun a des projets. On cherche à montrer Pourquoi est-ce qu'à votre avis, l'astrologie traditionnelle ne peut pas faire ce que vous faites, par exemple, pour poser la question? Pourquoi les autres astrologues qui veulent aussi comprendre pourquoi les choses se passent comme ça, pourquoi il y a telle date qui est importante, pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas? Je reconnais, on a travaillé ensemble. Lorsqu'on nous étions encore ensemble, on commençait déjà à travailler là-dessus. Et tu avais monté le mien, celui de mes enfants, et c'est vrai que ça fonctionne. Je le reconnais, ça fonctionne. Mais est-ce que vous avez compris parce que ça m'intéresse d'avoir un autre écho, vous pouvez nous apporter quelques éléments supplémentaires pour qu'on comprenne mieux la pensée de Gérard? En fait, le thème, ce qu'il avait fait, c'est que tu additionnais les planètes, c'est ça? Mais je m'en souviens plus là maintenant. Bon, ça crée un dessin. Ça crée un dessin. Bon, je me souviens, j'ai le thème encore qu'il m'avait fait de mon plus jeune fils. Et c'est vrai, quand il y a après, au niveau des transits, ça fait vibrer ces points, ces mi-points. Enfin, moi j'appelle ça des mi-points masses. C'est ça qu'on appelait à ce moment-là, des mi-points masses. Et ça joue sur après. Elle a un nom, cette astrologie?
Alors, Nous on l'appelle astrologie des ondes de forme et des roues de Voilà, mémoire. comme ça, voilà. Et on peut aussi l'appeler astrologie pythagoricienne parce que Oui. c'est peut-être l'influence la plus, enfin qui nous est venue à l'esprit pour lui donner un nom. Donc on pourrait la baptiser astrologie pythagoricienne des ondes Donc de pour forme revenir à ces questions et des roues de de... mémoire. C'est- Vous connaissez peut-être l'astrologie holistique de Pierre Lassalle. bien sûr. Il cherche aussi il voit des schémas comme ça dans le Oui, thème. oui, oui, oui. Mais Il donne je- des noms, il classe les thèmes par catégorie. Oui, le par- cerf-volant. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pour rapprocher un petit peu, peut-être que c'est pas du tout ça, mais c'est une façon Non, de mais situer. en parlant dans la théorie, dans la conceptualisation des idées, ça rejoint aussi l'astrologie de Ruperti, par exemple. Ah oui. C'est-à-dire Ruperti a cherché à donner à créer, à chercher des structurations, des cerfs-volants, des doigts de Dieu, etc. Et l'idée en soi était très intéressante, très intelligente, mais nous sommes historiquement, en tout cas dans ce qui est connu de l'histoire, les premiers à avoir mis des mémoires sur les pointes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas, à notre avis, traiter d'un sujet si on ne commence pas à rentrer dans la mémoire collective de ce sujet. Donc ça suppose une synthèse. Ça suppose un travail de synthèse préalable qui, lui, s'exprime par ces ondes de forme et ces roues de Mais mémoire. dans le cadre de vous faites des consultations, vous dites que vous ne faisiez plus, vous êtes dans la recherche maintenant. On est essentiellement dans la recherche. Donc vous ne dans les mettez pas, conférences. vous ne communiquez pas dans votre conférence. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre dans vos conférences? Comme là, vous êtes en train de faire une conférence de cette manière. Est-ce que vous dites la même chose dans des conférences ou est-ce que vous avez une stratégie de communication? Vos conférences, elles sont sur quel sujet, vos conférences? En fait, dans les conférences, on fait en sorte qu'il y ait toujours une partie à la fois mondiale. Et dans cette partie mondiale, on montre ce type de figures géométriques qui sont ancrées dans la sociologie, dans l'histoire. Et puis, on montre aussi toujours une partie qui part du thème individuel. Ah donc il y a un Donc, côté en fait, il y a les deux, parce il y a que les deux- il y a un aspect mondial dans votre travail aussi. Ah mais tout à fait, c'est-à-dire que ce livre, là, on peut dire que c'est plus de l'astrologie mondiale. quand D'accord, même, donc globalement. voilà. Enfin, disons qu'il y a aussi des exemples familiaux, Oui. comme la famille Bach, Ah, Jean-Sébastien très bien. Bach, par Famille exemple. Mazar, où il y a beaucoup de... Enfin, disons que la limite n'est pas toujours claire entre le mondial et puis le... Mais bien sûr, Et mais l'individuel, bien entendu, il faut jouer sur les évidemment. deux plans. Évidemment, Mais les alors deux sont justement, mais peut-être que le mondial est généralement plus simple à comprendre que l'individuel. Voilà, c'est-à-dire que le mondial permet de donner des grands exemples qui sont accessibles à tout le monde. Voilà. bien entendu. Voilà, et ce qu'on fait en Peut-être conférence, aussi, en fait, on fait en sorte toujours de relier les deux, à la fois la dimension mondiale, donc avec ces formes géométriques qu'on a appelées les roues de mémoire, on les a baptisées comme ça, et en même temps l'astrologie individuelle, avec ce qu'on a appelé les ondes de forme. En fait, c'est la même chose, mais les ondes de forme, c'est au niveau individuel. Et on les calcule à partir du thème. Donc ce sont des mi-points masse, en fait des moyennes. Donc c'est comme des mi-points, mais avec éventuellement beaucoup plus de planètes que les deux. C'est plus complexe. Et en astrologie mondiale, là, la démarche est différente parce qu'on part d'un travail de recherche historique, biographique, Oui. etc. Alors là, c'est plus un travail, disons au départ, qui est livresque, je dirais. Alors qu'au niveau individuel, c'est plus un travail de calcul, très concrètement, à partir du thème et des positions planétaires. Mais vous étudiez aussi des cas de... Et les deux se relient, quoi. Vous avez à la fois le cas des personnalités, des biographies, mais aussi des personnalités que vous ne connaissez pas. Quand quelqu'un arrive chez vous, Oui, voilà. comment ça se passe? Alors là, Comment ça se c'est passait dans le cas des ondes de forme que l'on va calculer à partir du thème natal. On pourrait donner un exemple très simple. On est obligé de revenir à des exemples historiques. Prenons Charles de Foucault. Charles de Foucault, on regarde son thème, il y a des carrés dans tous les sens. Charles de Foucault, quand on alchimise son thème, il a derrière cela des ondes de forme magnifiques, extraordinaires, qui sont des ondes de forme en trigone, en sextile, qu'on ne voit pas si on ne fait pas un travail d'alchimie sur son thème, et on ne peut pas expliquer l'œuvre de Charles de Foucault et ce qu'est Charles de Foucault uniquement par ses carrés. Parce que quand on regarde le thème de Charles de Foucault, il y a des carrés dans tous les sens. On dit quel thème épouvantable. On l'alchimise, quel thème prodigieux. Alors, le mot alchimiser, ça veut dire quoi dans votre esprit dans votre... Non. Donc c'est l'addition des mi-points pour aboutir à des mi-points masses qui permettent de faire des figures géométriques parfaites. C'est qu'on arrive toujours à réduire n'importe quel thème débouche sur des figures géométriques. Oui, voilà, Il c'est y en a ça. une C'est-à-dire multitude. qu'on utilise en fait les 14 points du thème, le septénaire des visibles et des invisibles. Donc le septénaire des visibles, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Jupiter, Mars, Saturne. Et le septénaire des invisibles, donc Soleil noir, Lune noire,
Uranus, Neptune, Pluton et les nœuds lunaires. Oui. Donc on a 14 points. Et à partir de ces 14 points, on calcule des moyennes et disons qu'on utilise ces 14 planètes, enfin planètes ou éléments, hein, et on obtient effectivement une forme géométrique. Donc les gens, au moins, ils ont une représentation d'eux-mêmes qui est nouvelle. Oui. C'est une sorte de portrait pythagoricien de la personne. Voilà, alors, exactement. Et ce qui est important aussi, c'est que dans un thème, en fait, il y a plusieurs ondes de forme qui sont de nature différente, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on a par exemple un octogone, donc qui va donner en fait des aspects carrés, sesquicarrés, semi-carrés, opposition. Donc là, en fait, ce sont des ondes de forme en tension-construction, hein. Alors derrière, bien sûr, il y a tout un travail au niveau symbolique, hein. Quand vous employez onde de forme, est-ce que ça veut dire véritablement que le thème est porteur d'énergie Oui. Et que donc la personne qui a son propre thème, ça lui apporte quelque chose? Ça lui sert de oui, mandala, tout à fait. de pentacle, je ne sais pas. Absolument. Prenez une conjonction Lune-Mars, par exemple. Donnant des exemples précis en astrologie. Une conjonction Lune-Mars, si on arrive sur une onde de forme, par exemple en 6 directions, à la structurer sur une des pointes, on aura donc une onde de forme en 6 directions, avec les dates données, chaque année, où la personne va exprimer le plus fortement sa conjonction Lune-Mars, donc son énergie. Et je peux vous assurer que ça fonctionne. L'être, elle est ce jour-là, mais pendant 1 ou 2 jours sur chaque pointe, parce que les vibrations courent sur 1 ou 2 jours, évidemment, elle se sent portée par une énergie, on ne va pas employer le terme positif, en sextile et en trigone, mais une énergie qui fait que l'énergie fonctionne bien, et elle peut employer au maximum cette énergie. Comme cette conjonction Lune-Mars peut être aussi géométrisée sur une étoile à 7 branches, donc on aura le septile. Ça ne va pas fonctionner tout à fait de la même manière, ou sur un carré. Donc si je comprends bien, une personne qui est prévenue qu'elle va passer par une période intéressante et intense, elle peut en profiter. Voilà, exactement. elle peut C'est-à-dire qu'on l'optimiser. travaille... Elle peut focaliser son activité par rapport à cette période-là, cette fenêtre-là. Tout à fait. Oui, disons que ça permet de faire vraiment un travail en profondeur, enfin de comprendre les événements qu'on traverse. Disons par les techniques des transits. Quand les transits activent les pointes de ces polygones réguliers... Mais est-ce que ça signifie qu'à la limite, avec votre méthode, les gens pourraient, en choisissant le bon moment, arriver à faire des choses extraordinaires Disons que ça peut aider à... Ça peut aider à amplifier, absolument. D'une manière peut-être extrêmement forte. Et puis ça peut aider à faire un travail sur soi, évidemment, par rapport aux problématiques que l'on porte, hein, évidemment. Donc, Mais alors ça, l'être humain, il évolue. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fin de compte, on n'est pas dans une psychologie statique. Il peut très bien évoluer, se modifier, passer par des phases. Alors justement, est-ce qu'il y a une représentation, disons, relative? Bon, par exemple, si quelqu'un veut savoir ce qui va lui arriver sur 10 ans ou 15 ans, est-ce que vous pouvez lui donner une sorte de calendrier qui soit simple? Alors, ce qui va lui arriver, déjà, on porte son devenir, hein. Donc, on revient toujours à l'inconscient collectif et à l'inconscient individuel. Quand Freud disait que l'inconscient portait la mort de l'être, faisait-il de l'astrologie? Un astrologue qui dirait ça aujourd'hui, on dirait qu'on n'a pas le droit de prédire la mort. Donc, l'inconscient possède une information que le conscient ne possède pas. Maintenant, l'être, il est aussi libre de son devenir, hein. Donc, on ne va pas lui dire on n'a pas à dire à quelqu'un ce qui va lui arriver dans 15 ans. L'être est libre. Maintenant, l'être, qu'est-ce qu'il va faire de son énergie? Il a la liberté. Avec une conjonction Lune-Mars, au carré, on peut trucider quelqu'un, comme on peut faire quelque chose de merveilleux. Oui, mais non, mais admettons effectivement qu'on ne l'a pas précisé. Malgré tout, vous allez lui donner quand même une représentation relativement cohérente de des étapes ou des échéances importantes de sa vie. Oui, c'est-à-dire c'est au niveau des rythmes. Oui. En fait, au niveau des rythmes, les ondes de forme sont un outil, disons, complémentaire à l'astrologie traditionnelle classique. Hein, donc on peut vraiment cibler des périodes, précisément, donc des carrefours de vie. Et ça, Oui. on peut le... Oui. Mais Ça, le on peut problème, donner moi, ces ce qui rythmes me symboliquement. préoccupe, c'est de savoir s'il n'y a pas une surabondance d'informations. Parce que souvent, c'est un peu ce que fait le grand défaut des astrologues, c'est qu'ils fournissent un nombre d'informations absolument énorme. Parce que, par exemple, sur une période de 10 ans, il y a combien en moyenne, il y a combien de carrefours significatifs? Quelle est la proportion? Quelle est la fréquence? Alors, on va répondre de manière encore plus précise. Prenons un septile d'un être. On va prendre Pierre, celui
Pierre avec son septile. Pierre, une étoile à 7 branches, il avait un jour précis dans sa vie, il avait 5 ans, où toutes les pointes se sont chargées par des planètes. Donc là, surabondance d'informations, c'est le genre d'événement qui se produit tous les 10 ou 15 ans sur une, si ça se produit. On a fait très attention, on s'est dit, il y a le septile, c'est quand même l'étoile à 7 branches, ça peut être la fatalité aussi, le nombre 7. Hein. Donc on était très méfiants. Et bien ce jour-là, il s'est passé 2 catastrophes dont on a essayé de gérer avec enfin, entre guillemets. Hein. Tu peux peut-être expliquer, enfin, comment dire, il a failli ouvrir, il a cherché à ouvrir une porte d'une voiture qui voulait très vite, par exemple. Il a failli tomber sur la route. Il y a plein de choses qui se sont produites. Mais à 5 ans, ce jour, on n'a pas cherché à le provoquer. En plus, mais comment dirais-je, on était avertis. Et c'est un jour où effectivement, ensuite à midi, il y a eu quelque chose de difficile qui s'est passé. Il était dans une tension maximum. Il y avait une énergie en lui qui, pour X raisons, aurait pu aboutir à quelque chose Comme il était très petit, ça n'a pas eu le même effet s'il avait eu 20 ans de plus. Tout à fait. Et puis on va voir chez quelqu'un d'autre une tension qui va se faire sur son septile de manière extrêmement chargée. Prenons le septile de la 5e République, on le suit. Les événements, les émeutes de banlieue qui ont éclaté il y a quelques années, et bien ce jour-là, le septile était chargé avec une précision maximum sur les pointes. C'est-à-dire qu'on a une facilité d'analyse à ce moment-là. C'est un énorme travail, mais on peut cibler des jours extrêmement précis, très longtemps à l'avance, où l'énergie va saturer une onde de forme. Donc si les gens ne sont pas prévenus, ils risquent de passer à côté. Absolument, parce qu'ils en tout cas, ils peuvent ne pas l'utiliser au mieux. Voilà, ils peuvent ne pas l'utiliser au mieux. Mais ce septile, excusez-moi, parce que c'est une expression qui n'est pas évidente en astrologie, le septile, bien qu'on pense aux... Les aspects ésotériques. Oui, enfin, ce qu'on appelle le septile, c'est le polygone à 7 côtés. Hein. Alors quand est-ce qu'il apparaît, ce fameux polygone, justement, pour remonter un peu sur les bases de votre travail? Comment est-ce qu'on fait pour... comment est-ce qu'on le trouve, ce septile, dans le thème? Est-ce que tout le monde a un septile déjà? Oui, tout le monde en a. Oui, mais c'est justement ce jeu de calcul, de moyenne. Non, parce que c'est très exotique, alors il faut... qui permet de on essaie de trouver, comprendre, mais c'est pas simple. Les structurations de base, c'est le carré, donc l'étoile, 4 pointes, 5 pointes, 6, 7, 8 et 9, voilà. Hein. Donc ce sont les différents... Et tout ça, on les trouve chez tout... Donc tout le monde a ça dans son thème. Tout à fait. Quelle que soit la disposition des planètes. Tout à fait. Et comment ça se fait que, quelle que soit la disposition des... Peut-être je repose la même question une autre fois, mais comment se fait-il qu'on retrouve automatiquement tous ces polygones chez toute personne, dans le thème d'autres personnes? Ça ne tient pas du coup compte de la disposition des planètes dans le thème. Ah mais si, bien sûr, parce que évidemment, ça ne tombe pas sur les mêmes points. Mais, ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on a toujours, par exemple, un polygone à 6 côtés, oui, mais évidemment, le polygone n'est pas le même parce qu'il ne tombe pas sur les mêmes degrés. Et il ne tombe pas sur les mêmes planètes du thème. Ça fait penser aux travaux, vous connaissez peut-être les travaux de John Hadday, non qui avait construit il y a tant d'années les harmonics. Oui. Et alors ça fait penser un peu à ça, c'est une approche un peu particulière. Ça rejoint les plexus de dans les romans aussi. Ah oui, très bien. Oui, dans les romans, il a humé quelque chose d'absolument prodigieux. Il a travaillé sur le carré, etc. Bon, mais après, c'est devenu extrêmement compliqué. Bah oui. Et bon, il était polytechnicien, et c'est devenu très compliqué. Il était ingénieur des mines, en tout cas. Il était ingénieur des mines, voilà. Et alors, comment dire, ça rejoint cette forme de structuration, mais chacun a des tensions dans sa vie. Chacun a des moments de bonheur, chacun a des moments de joie, chacun a des moments de réussite, chacun a des moments d'échec. C'est quand ces mémoires s'articulent sur ces différentes figures. Mais quelqu'un peut avoir sur son étoile à 6 branches, le soleil sur une pointe, Jupiter sur l'une, sur l'autre et la lune sur la troisième, évidemment. Alors on va poser donc chaque polygone dans le thème et on va regarder quels sont les facteurs du thème qui collent avec ce polygone. Tout à fait. Mais on le positionne comment? Quel point de départ? Où est-ce qu'on le branche? Où est-ce qu'on le greffe, le polygone? On le greffe sur l'ascendant? On le greffe sur on le greffe sur les calculs qu'on fait. Sur le tâtonnement des possibles. Oui, parce que... Oui, c'est-à-dire que ces calculs, en fait, on ne les fait pas au hasard complètement. On le fait à partir de l'observation du thème, justement. Donc vous observez le thème et vous voyez que ce thème, voilà comment il faut le prendre. On observe le thème, on voit quels sont les éléments qui nous paraissent les plus importants. Par exemple, un trigone, une structure existante. Alors là, on rejoint quelque part... disons les écoles où on cherche le cerf-volant, etc. C'est-à-dire qu'on cherche un peu les figures, enfin les aspects forts. Et sur ces aspects forts, on va chercher le calcul après. Oui.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous voyez l'embryon de quelque chose, Voilà, ou, voilà. vous dites, tiens, il y a quelque chose qui Un est là, embryon qui se et dessine. après vous le systématisez. Voilà. Mais il peut y avoir aussi des structures qui ne se voient pas. Par exemple, sur Charles de Foucault, on a réussi on a fait un travail d'alchimisation, une étoile à 7 branches. Sur une des pointes, il y avait sa lune. Lune Sagittaire sur Charles de Foucault. Une lune Sagittaire, eh bien, évidemment, c'est le départ à l'étranger. Hein. C'est la quête mystique, c'est le désert. Et bien, sur les différentes pointes, on avait tout son cheminement depuis l'enfance jusqu'à la prêtrise, ensuite son départ dans le désert. Toutes les dates importantes y étaient. Et il n'y avait que la lune, mais la lune Sagittaire, comme la lune de Sagittaire de Laurence d'Arabie. Donc lui, il vivait pleinement son thème en fait. Pleinement vécu son thème. Et le dernier arrachement, ça a été sa mort. Alors il y avait ça, sur lune, il y avait sa démission, etc. Et donc on peut dire que tout s'harmonisait d'une manière absolument cohérente. Il y avait une cohérence intime de l'être qui se déployait sur une étoile à 7 branches, par les mémoires. Donc là, en fait, c'est au niveau individuel, à partir du thème individuel. Mais après, une grande partie de notre travail, de nos recherches, c'est tourné vers l'histoire, en fait, vers l'histoire mondiale. Oui, alors justement, Et oui. alors voilà, parce que ça, c'est l'essentiel quand même de notre temps, de notre travail. Et vous vous projetez vers l'avenir aussi, éventuellement, ou c'est pas Alors tellement on se votre truc projette, mais disons que notre but avant tout, enfin au niveau publication, c'est vraiment de décrypter le passé en fait, et de montrer que l'histoire mondiale, alors l'histoire au sens large du terme, hein, ça peut être l'histoire littéraire, sociologique, enfin vraiment l'histoire, disons les dates et la temporalité, enfin on pourrait même dire le temps. En fait quelque part c'est une nouvelle démarche philosophique concernant le temps. On pourrait, enfin je dirais qu'on pourrait être, enfin on pourrait s'intituler philosophe du temps aussi. Disons tout autant qu'astrologue. Donc en fin de compte, votre travail sur les polygones débouche sur un travail sur le temps. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment une conception nouvelle du temps, on pourrait dire aussi. Alors pouvez-vous développer cette conception nouvelle du temps Oui, parce que le temps, il y a des affrontements entre les deux écoles, entre les deux temps. Le temps cyclique et le temps linéaire, il faut peut-être les réconcilier. Voilà. Peut-être que les différentes querelles n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le temps cyclique qui revient, mais aussi un temps qui s'inscrit dans une linéarité. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire. On est étonné de voir les cassures qui se font sur ce plan-là, alors que les deux écoles, les deux temps sont sûrement à réconcilier. Ça me paraît évident. Vous pensez que l'astrologie est aussi bien dans le temps cyclique que dans le temps linéaire? Parce que tout appelez le temps linéaire, c'est-à-dire qu'il y a le temps qui va vers une fin, une finalité des choses, une fin du temps. Les années passent et voilà, ça on pourrait représenter la vie avec un départ et une flèche. Alors l'astrologie est plutôt du côté du temps cyclique, a priori, non? Les cycles, tout à fait. Et le temps linéaire, c'est un temps où la cyclicité est très très longue et très parce qu'on observe, imperceptible. Quasiment. On observe des cyclicités extrêmement longues, c'est-à-dire que vers du Verseau, par exemple. On observe sur un septile, on observe des répétitions tous les 7 siècles, par exemple, très précises. Voilà, des tout à l'heure, on évoquait Alors comment fait-on pour étudier? Là, on ne fait pas le thème d'un pays. Là, comment fait-on pour trouver un septile? Si, on peut faire le thème d'un pays. Ah bon, c'est comme ça que vous travaillez aussi? Vous avez besoin d'une base de thème astral? On peut faire le thème, par exemple, de la 5e République. Ah oui, c'est là, ça. on a fait tout un travail dans la revue L'Astrologue, qui était publié par... dans la revue L'Astrologue, oui, très voilà, bien. Dans la revue L'Astrologue, là, on a fait toute une série d'articles, ces articles qui vont continuer encore, sur la 5e République. Et on a montré, en fait, qu'à partir du thème natal des présidents de la 5e République, donc les présidents successifs, on a montré en fait que leur onde de forme en septile était identique à l'onde de forme en septile de la 5e République. Chez tous les présidents. Ouais. Donc bon, enfin ça on l'a montré, oui, c'est assez technique. Et puis derrière on a montré des mémoires sur les pointes du septile. Donc ce septile commun à la fois, donc le polygone à cette côté, on précise. Donc on a montré des mémoires donc liées à la fois aux présidents successifs et puis sur un plan mondial, enfin sur le plan politique, voilà. Il y a d'ailleurs le quadrilatère isocèle de Mitterrand qui s'organise, qui rentre dans le septile de la 5e République, qui est très intéressant, puisque le miroir du jour où le 21 mai il pose une rose sur la tombe de Jean Jaurès, le miroir c'est Jean Jaurès au Panthéon. Là on voit carrément, ce qu'on remarquera c'est qu'on voit même pas les planètes là dans le système. On remplace tout le système planétaire par
par une géométrie. Oui, là, on est- Et alors là, les planètes sont à l'arrière-plan, en fait. les planètes, elles viennent ensuite activer le système. Alors, ce qui est très important pour nous aussi Oui. dans notre démarche, Continuez. je dirais que c'est de réconcilier aussi, on pourrait dire, l'approche scientifique, l'approche cartésienne, rigoureuse, mathématique, et puis l'approche symbolique, intuitive. Alors là, on est plus dans le symbolisme, dans l'astrologie traditionnelle, hein, avec toute la dimension symbolique. Donc en fait, on est vraiment au carrefour entre une approche cartésienne et une approche plus intuitive et symbolique. Oui, parce que quelque part, il faut sentir le thème, il faut sentir Voilà. la logique du thème, dans quelle direction il faut le prendre. Et en fait, mais nous on pense que ces deux mondes ne sont pas inconciliables et qu'il est temps de rapprocher l'aspect scientifique et l'aspect plus intuitif. Hein, enfin, Alors, est-ce qu'il y a et la d'autres sujets que vous... Voilà. Ça, c'est le centre de votre travail, ou il y a d'autres sujets que ça englobe, qu'il faudrait mentionner, qui pourraient situer votre œuvre? Alors moi, par ailleurs, je peins des mandalas. Et en fait, dans ma pratique des mandalas, c'est un petit peu comment dire, enfin la version artistique entre guillemets de nos figures géométriques. Ah, vous avez ce côté là, vous êtes... Disons que quand je peins des mandalas, derrière les mandalas, en fait, il y a toute une connaissance que l'on essaye maintenant de transmettre, de publier. Hein. Donc là, c'est que le début. Et voilà, enfin, donc ça me vient à l'esprit, la dimension. c'est le côté... Donc vous dessinez des mandalas, vous dessinez des choses? Oui, ben voilà. Bon, enfin ça, par exemple, c'est un exemple. C'est vous Oui, qui avez voilà, fait ça. ça, Et ça vous a inspiré par une réalité astronomique quelque part au départ, ou c'est autre là, chose? c'est un petit peu aussi au carrefour entre l'intuition, enfin l'inspiration, et puis tout le travail qu'on fait au niveau théorique, au niveau de la connaissance astrologique et donc mondiale, individuelle, etc. Mais pour moi, ça c'est, disons, au-delà de l'harmonie des couleurs et des formes, derrière il y a une connaissance. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de mandala aujourd'hui, hein, c'est assez dans l'air du temps. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière derrière ces structures géométriques, il y a vraiment Un ordre caché. Du temps. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des dates derrière ça. Enfin, on pourrait s'amuser à mettre des événements sur un sujet donné. Mais alors finalement, Derrière les cette astrologie-là a été ignorée pendant des millénaires. Alors. Exactement. Ou est-ce qu'elle a existé à un moment donné? On présume qu'elle a existé. On n'a pas la prétention d'avoir... on redécouvre, à notre avis, ce qui a déjà été connu des anciens. Oui, c'est toujours l'idée normalement, c'est un peu cette idée qui vient à l'esprit, c'est qu'on retrouve quelque chose qui existe, puisque ça a toujours fonctionné, donc quelque part, à un moment donné, on a dû le savoir. Je pense que l'ordre ontologique, le noyau central de cette mémoire astrologique a été connu d'initié, ça s'est perdu. La bibliothèque de Constantinople qui brûle restera toujours une tragédie. Oui, Alexandrie. D'Alexandrie. Restera toujours une c'est tragédie. Il y a sans doute des choses à ce moment-là qui Mais étaient encore... c'était pas facile à calculer. D'abord, on ne connaissait pas les planètes transsaturniennes. Enfin, je veux dire, on n'avait peut-être pas tous les outils. Oui, puis on n'avait peut-être pas les outils au niveau encyclopédique. Voilà ce qui nous permet peut-être à notre époque d'avoir redécouvert, exhumé cela, c'est qu'on a aujourd'hui une somme de mémoire qu'on n'a jamais eu jusqu'alors dans l'histoire de l'humanité connue. Oui. On peut travailler, on a des outils, on a un matériel existant, incontestable. Donc, alors c'est vrai qu'on utilise Internet aussi parfois, c'est quand même pratique, même si on vérifie toujours les informations après dans les livres, hein, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs sur Internet, mais c'est quand même un outil encyclopédique qui permet quand même, disons, de tisser des liens et d'avoir accès à... Alors, quelle est l'image de l'histoire des 3000 dernières années que vous avez? Alors, qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité au niveau de votre astrologie? Alors, si vous voulez, nous, dans notre travail, il faut rester humble. Ce qu'on fait est énorme. Dès qu'on veut travailler même sur le prochain bouquin, qui va être entre autres sur la peinture, pour le moindre détail, quelquefois on est obligé de chercher il y a des dates qu'on n'a pas. On va perdre une journée pour chercher une date. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui commencent à se dégager. On ne va pas en tirer des conclusions parce que ça serait immodeste. Donc, je veux dire que notre but, c'est peu à peu de dégager, d'exhumer la maximum de structuration
pour effectivement entrer dans les possibilités de parler du devenir de l'humanité. Mais on ne pourra pas parler d'une manière très cohérente tant qu'on n'aura pas pour nous, je pense, exhumé suffisamment de mémoire. On a des structurations, on a des implications, on voit des évolutions qui se font dans un certain sens, mais pour nous il est trop tôt pour avoir une vision globale. Évidemment, ça serait présomptueux. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est déjà avertir et signaler à l'humanité, c'est pour ça qu'il y a un ordre caché, il est là, il est devant nous. Hein. Je pourrais vous dire que on peut sortir des miroirs de contravention, on peut sortir des miroirs de tout, des miroirs de beau-père, c'est absolument fou. C'est-à-dire qu'il y a des logiques qui renvoient à des attitudes inconscientes qu'on peut avoir même ces jours-là, par rapport à des problématiques anciennes. Donc, on est à la fois dans l'individuel, on est à la fois dans le collectif. On ne va pas se transformer en gourou en disant à l'humanité, attention, on va vers ça. C'est pas notre but. Hein. Mais simplement de dire, peu à peu, eh bien, on travaille entre rationalité et spiritualité pour peu à peu exhumer des schémas d'ensemble, des structurations d'ensemble, pour montrer des cohérences de plus en plus larges et de plus en plus grandes. On ne sait pas jusqu'où on pourra aller. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Alors, vous avez des questions à poser? Vous comprenez un peu ce qu'on... J'essaye de suivre. Vous essayez, oui. Madame La notion de miroir, par exemple, ouais. est-ce que, pour revenir à cette notion de miroir, c'est des choses qui sont en vis-à-vis, c'est ça? Qui sont face à face? Oui, c'est-à-dire que ce qu'on appelle un miroir, c'est tout simplement sur le cercle des saisons, enfin le cercle du zodiaque, ce sont deux points opposés diamétralement. Oui. Hein. Donc c'est un diamètre du cercle. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce pôle? C'est comme l'axe des nœuds, par exemple, des choses comme ça? Oui. Bon, par exemple, l'axe des nœuds, c'est un miroir, mais c'est un miroir naturel, enfin systématique, forcément, voilà. Mais après ces miroirs, alors en fait, il peut y avoir différents types de miroirs, hein, évidemment, parce que c'est très complexe. Oui, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est simple, le principe global est simple, et derrière, il y a une infinité de déclinaisons différentes. Voilà, c'est ça. Donc quand on regarde un miroir, il peut y avoir des miroirs d'opposés, il peut y avoir des miroirs au contraire d'analogie, de similitude. Il peut y avoir des miroirs aussi d'influence. Alors on a par exemple le miroir qu'on indique dans le livre, qu'on montre, on a le miroir entre Einstein et Riemann. Alors Einstein qui est évidemment le grand physicien qu'on connaît. On a Riemann en face donc au miroir qui est un peu l'équivalent d'Einstein en mathématiques. C'est un grand génie des mathématiques, mais qui a précédé Einstein. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on creuse un peu leur œuvre, c'est que c'est grâce aux découvertes de Riemann en mathématiques, et notamment il a amené des nouveautés en ce qui concerne la topologie et les équations qui ont été utilisées ensuite par Einstein, disons, pour théoriser sa relativité. Il lui a donné les outils mathématiques. Mais comment vous avez exactement. fait, Donc l'influence. Comment vous avez pensé à faire ce rapprochement Alors il y a aussi des choses, c'est qu'il y a des éléments qui nous viennent comme ça, brutalement. En réfléchissant, c'est de l'intuition et de la recherche. Vous avez pensé à rapprocher les deux thèmes. Parce que après, déjà il y avait une sorte d'évidence au niveau de ce qu'on savait d'eux. Oui, voilà. Et puis après, vous avez dit, est-ce que ça corroboré par mon système? Voilà, exactement. Et après on creuse. Hein. C'est-à-dire qu'on creuse le sujet, c'est-à-dire qu'on a creusé Einstein, bon, qu'est-ce qu'il a apporté. Ah oui, d'accord. On a creusé Riemann et on s'est rendu compte, en creusant le sujet, on s'est rendu compte, C'est qu'en fin de compte, si je comprends bien, vous observez, vous constatez un certain nombre de choses en dehors de l'astrologie, et vous regardez si l'astrologie peut apporter une clé pour comprendre le phénomène en question. Oui, on cherche une synthèse, on cherche un outil synthétique. Et après, on réfléchit vraiment en profondeur, on se dit finalement pourquoi ils sont en miroir. Alors, bon, évidemment, il y a des choses évidentes, c'est deux grands génies scientifiques. Un allemand tous les deux. Deux grands génies, un en physique, l'autre en mathématiques, mais après, ça allait encore plus loin que ça. Enfin, c'est-à-dire que ça peut aller très loin parfois. Alors, la question qui me vient à l'esprit, moi, c'est ça ne peut pas marcher à tous les coups. C'est-à-dire que vous n'auriez pu ne pas trouver une correspondance. Enfin, je pars du principe que si les personnages sont vraiment en face, il doit y avoir une correspondance au niveau astrologique. Il y a une correspondance. Si les personnes sont vraiment en phase, on sait qu'il y a un ordre. Il faut le trouver. Et on le trouve. Voilà. Et si on ne l'a pas trouvé, on ne l'a pas trouvé, on le dit humblement, on ne l'a pas trouvé. Hein. Mais on ne peut pas quand même trouver n'importe. Il y a des fois où on ne trouve pas. Parce qu'on pourrait penser qu'on finit toujours par trouver quelque chose. Oui, mais alors ce qu'on trouve, il ne faut pas trouver n'importe quoi. Là, prenons Bach et ses 4 fils, musiciens.
l'heptagone, parfait. L'heptagone, on met Bach et ses 4 fils musiciens, on obtient un heptagone. Et la forme de l'heptagone a un sens intelligent qu'on a décomposé sous-structuration par sous-structuration. Et quand on regarde l'histoire de la musique, eh bien c'est d'une évidence absolue. On a appris des choses sur Bach avec ce dessin. On a appris dernièrement qu'il y avait un bouquin qui avait été commandé en Allemagne, peut-être qu'il va aller là-bas, il va aller au musée Bach, peut-être, mais... et ce dessin, aujourd'hui, il est vivant. C'est-à-dire qu'au miroir de ces figures, on a les interprètes de Bach. C'est-à-dire c'est un dessin qui, 2 siècles après, est vivant. Oui. Et oui, sur la structuration Verlaine, Rimbaud vient de mourir sur le miroir central. Comment s'appelait-il, le spécialiste de Rimbaud en 2003 j'ai un trou de mémoire. René Etienne. Ah oui, René Etienne, le franglais. C'est-à-dire qu'on a des figures intelligentes où ensuite les gens qui ont participé ou qui sont concernés par le sujet viennent y mourir. 30, 50, 100 ans, oui, 200 ans après. Je me souviens qu'on a beaucoup étudié la postérité. On voit que les transits continuent à fonctionner après la mort de la personne. Et on a fait Napoléon, par exemple, le cercueil de Napoléon après sa mort jusqu'au Panthéon. Oui, j'ai vu ça, oui. On l'a fait avec, sur l'axe de symétrie, la création du Panthéon. C'est-à-dire qu'on peut faire une astrologie aussi post-mortem. Alors on entre dans le karma, évidemment. On entre dans l'interrogation karmique de l'être et de son devenir. On peut émettre cette idée. En étant très prudent, bien entendu, mais en étant aussi... Oui, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors à ce moment-là, je veux dire que cette mathématique dont on parle, elle est peut-être en œuvre dans l'au-delà, dans un autre plan. Elle est déjà à l'œuvre avant et elle est à l'œuvre après. Ah oui, c'est ça. Donc d'ailleurs c'est amusant parce que... C'est là qu'on entre dans l'inconscient collectif, avec cette idée de... Oui. On arrive à cette idée... Ce qui est curieux, c'est que dans ce monde, plus on a évolué en informatique, plus on comprend... paradoxalement, des phénomènes extrêmement anciens. Tout à fait. Parce que finalement, la réincarnation, avec la représentation informatique, on comprend pourquoi tout un ensemble de choses peuvent avoir été programmées par une machine quasiment, enfin je ne sais pas. Oui, le grand architecte. Par une intelligence en tout cas, oui. Une espèce d'énorme ordinateur qui collecte tout cela. Une intelligence qui nous dépasse. C'est fractal, oui, c'est ça. Voilà, on est dans l'idée fractale, bien sûr. Et on est sensible à ce que font les frères Bogdanov, même si c'est totalement différent, on ne va pas se comparer à eux, évidemment. Mais on trouve que ils vont apporter inévitablement quelque chose à la pensée spirituelle, parce la physique la travaille dans une autre dimension. Et on a le sentiment que même en astrologie, eh ben là, on est dans une autre dimension. Parce qu'il y a l'idée arriver à pénétrer le grand tout inconscient, quoi. Oui, et ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est qu'on rejoint quelque part aussi les pensées traditionnelles, donc je pense en particulier au chamanisme, parce que dans les diverses traditions chamaniques mondiales, en fait, il y a cette idée d'une sorte de toile, de gigantesque toile, en fait, qui relie tous les événements entre eux. Alors, en fait, dans la tradition chamanique du nord de l'Europe, ils l'appellent le weird, cette sorte de toile. Après, dans d'autres traditions, par exemple, chez les aborigènes d'Australie, c'est le Wotan, je ne sais pas comment ça se prononce. Odin aussi. Et en fait, c'est l'idée que tous les événements sont reliés les uns aux autres et qu'il y a une sorte d'interdépendance à travers le temps, mais à travers les êtres, à la fois sur un plan horizontal et vertical, et disons aussi entre l'au-delà et puis l'incarnation. Et je dirais que notre travail rejoint aussi cette philosophie extrêmement ancienne et traditionnelle. On reste quand même très très dans le mental. Oui, parce on arriverait à développer davantage toute la partie intuitive. On arriverait à avoir à peu près la même chose, mais par le lâcher prise, l'intuition. Je pense qu'on arriverait à peu près aux mêmes choses. Sans penser par toute cette partie mentale. Peut-être, c'est bien pour arriver à comprendre l'univers. Mais ce n'est pas qu'un outil de connaissance. D'abord, dans notre travail, il y a l'idée effectivement que cette connaissance doit passer par une reconnaissance. C'est-à-dire qu'il est temps que l'astrologie retrouve ses lettres de noblesse, réentre à l'université. Ça, c'est important parce que c'est comme si toute la pensée métaphysique avait été évacuée aujourd'hui. Une grande partie de la pensée métaphysique. Donc comme si il y avait un rejet du monde du savoir, entre guillemets, qui est un monde officiel. Donc ça, c'est très important. En Italie, certaines thèses vont de nouveau à l'université sur l'astrologie, pas en France, par exemple.
il y a un outil, ici il y a cet outil comme s'il y avait une résistance à cette connaissance. Et deuxièmement, par rapport à la sensibilité, c'est que dans ce type de travail, il faut autant d'intuition et de sensibilité que de rationalité. Quelqu'un qui est rationnel, il ne peut pas entrer dans ce système. Parce qu'il faut sentir derrière les choses. Et parce que derrière ça, effectivement, on va entrer dans du karma. On va entrer dans des choses qui vont faire que je fais telle chose sur ce miroir, oui, parce que j'ai pas réglé tel type de problématique, mais c'est dans du ressenti intuitif, évidemment. Et donc, on peut ensuite déboucher sur de la thérapie, sur des points précis d'analyse. Donc, il y a à la fois discernement, spiritualité, métaphysique, tout ça, on cherche à le synthétiser, à quelque part à travailler sur ces différentes choses. C'est vrai qu'on cherche un équilibre entre l'intuition et la démarche rationnelle, il faut le dire. C'est vrai que nous, on n'est pas du tout dans une démarche alors de voyance, pas du tout, hein, on n'est pas du tout là-dedans, absolument pas. Et c'est vrai que malheureusement, je trouve que le grand public associe souvent l'astrologie à la voyance, ce qui est une erreur. Des choses différentes. Ce qui est une erreur complète, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on dit qu'on essaye de redonner un peu les lettres de noblesse à l'astrologie, dans le sens qu'on aimerait bien que l'astrologie soit aussi reconnue par le savoir officiel, entre guillemets, enfin par mais alors, l'astrologie entre, par exemple, dans les librairies générales. Hein, alors que là, souvent, l'astrologie aujourd'hui en France reste souvent confinée. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait que l'astrologie traditionnelle n'arrive pas à se faire reconnaître? Qu'est-ce qui lui manque alors que vous apportez? Mais c'est pas forcément que nous, hein, il y en a d'autres qui ont travaillé. Bon, enfin, je pense qu'il manque peut-être une unification du savoir dans des écoles globales où chacun y mettrait tout sur la table. Et donc, comment dirais-je, c'est complexe parce qu'à partir du moment qu'un sujet, vous connaissez bien Jacques Heilbronn puisque vous avez écrit des livres là-dessus, vous êtes un historien de l'astrologie, donc vous êtes l'une des personnalités les plus incontestées en France dans ce domaine. Donc vous savez bien que l'histoire a fait qu'à un moment donné, l'astrologie a été rejetée au XVIIIe siècle, par le XVIIe, XVIIIe, bon, la charnière du siècle, par le monde officiel. Et quand une discipline est rejetée par le monde officiel, eh ben, elle cherche à survivre. Donc elle se trouve prise dans des contradictions, dans une difficulté à exister à ce moment-là. Et puis c'est très difficile. Donc à ce moment-là, le rejet fait que pour réexister, il faut sans doute qu'il y ait peut-être du dehors aussi. Je pense que les physiciens vont apporter beaucoup de choses dans ce domaine. Parce qu'on se réoriente vers une organisation intelligente du cosmos et de l'univers. Donc ça va peut-être permettre de redonner un sens à l'astrologie qui a été évacuée, niée, comme une sorte d'épouvantail du passé, quoi. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais alors après, le travail d'unification entre astrologues, c'est tout autre chose. Là, c'est un travail énorme qui demanderait d'abord des forums, où il faudrait que les différentes écoles puissent savoir ce qu'elles apportent, il faudrait une déontologie de travail, c'est énorme. Oui, mais effectivement, alors ça fait quand même, ce schéma globalement, ça fait au moins 20 ans que vous l'avez déjà plus ou moins trouvé, non? Disons par étapes. Par étapes, et c'est vrai qu'en ce moment, il y a une accélération de notre travail. Ah oui. On a compris en plus les jours où il fallait qu'on travaille sur telle ou telle chose pour X raisons. Donc les choses, on n'arrive pas à consigner par écrit les schémas qu'on trouve parce qu'on en trouve de trop. On est dans un moment où on en trouve plein tous les jours. Alors je voulais vous demander... on n'arrive pas à les... Parce que, bon, par exemple, la numérologie, ça ne nous tente pas la numérologie en tant que telle. Parce qu'il y a des gens qui pourraient chercher qui pourraient travailler sur les nombres carrément, mais sans se situer par rapport aux positions planétaires. Par exemple... C'est-à-dire que la numérologie c'est intéressant, c'est une science à part entière, une science entre guillemets, mais disons que c'est pas notre démarche. Oui. Disons que la numérologie on n'en regarde absolument pas. On peut dire que notre démarche n'est pas celle de numérologue à proprement parler. Oui. Alors par contre on s'intéresse quand même beaucoup à la symbolique des nombres. Oui. Parce qu'évidemment, une onde de forme à 8 directions ou une onde de forme à 7 directions, c'est pas du tout la même chose. Donc là, on est dans la symbolique, donc ça rejoint la numérologie quelque part.
Ondes de forme, c'est un mot. symbolique, mais Vous disons avez connu que- Ravatin, je sais pas comment, il y a des gens qui ont. Les ondes de forme, il y a des gens qui ont travaillé sur les ondes de forme. Oui, Vous ne connaissez oui. pas, genre Ravatin, il y a quelques 20-30 ans, J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas connu. c'est les forces qui sont liées aux alphabets, par exemple, qui sont liées aux chiffres, Voilà, qui sont voilà. liées aux... Pierre Delbar avait évoqué ça. Alors aussi justement, avec Pierre Delbar, rendons-lui un petit l'astrologie du hommage. verbe. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué chez Pierre Delbar Pierre Delbar, il y a eu une amitié qui est née Ah oui. entre nous, c'était à Annecy il y a quelques années. Ce qui me touchait, moi, en lui, chez Pierre, c'est qu'il était dans une astrologie extrêmement spirituelle, où les sons avaient de l'importance. Oui. Et les sons, on s'y intéresse aussi. On n'en parlera pas parce que nos travaux ne sont pas suffisamment avancés. Oui. Mais on a le sentiment qu'il y aurait plusieurs domaines qu'on pourrait synthétiser, aller beaucoup plus loin encore. Mais il faut déjà poser les bases arrière. Parce qu'il y a la musique des sphères aussi, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui font que derrière ça, il y a l'unité de l'intelligence est partout. Oui, il y a oui, c'est vrai, tout à l'heure j'ai cité l'école allemande, fait qu'effectivement les Allemands, en introduisant les mi-points par exemple, avec les Bertine, avec l'école de Hambourg, etc., Voilà. il y aurait peut-être des accointances à chercher. Oui, sûrement. En fin de compte, ce qui est assez curieux, c'est qu'on reformule tout ce matériau astronomique et repensé autrement, redisposé autrement. Voilà. Comme si il fallait pas le prendre au niveau brut, comme s'il y avait une interface sans laquelle l'astrologie ne pouvait pas vraiment fonctionner. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on entre dans les mi-points, déjà on entre dans quelque chose d'extrêmement fin. Hein. Ils se sont intéressés à l'astrologie des mi-points parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, l'anecdote dans la guerre de 14-18, Oui. en 2 minutes, il y avait un obus qui tombait là et 5 minutes après, tout se passait bien ailleurs. Donc un aspect qui dure une journée, non, 5 minutes après ça change. Il y a une humeur, un changement complet. Donc on arrivait à quelque chose d'extrêmement fin parce que des simples passages de la Lune sur un mi-point déclenchent des changements complets. Mais effectivement, on va vers une chose de plus en plus fine et intelligente. Alors, ce qui est très fin et intelligent peut aller extrêmement loin pour aider l'être, mais c'est aussi extrêmement difficile à gérer, extrêmement complexe. Parce que l'ordinateur ne le fait pas à notre place. L'ordinateur, c'est un outil, mais ensuite la finesse d'interprétation, la finesse de sensation, c'est nous qui l'avons, bien entendu. Donc... enfin, ce qui me paraît frappant, si vous voulez, c'est que moi, par exemple, j'appartiens à un courant totalement opposé au vôtre. Moi, je cherche l'extrême simplicité du modèle. C'est-à-dire que j'ai élaboré un modèle qui est très dépouillé et qu'on peut appliquer aux situations les plus diverses. Mais il n'y a pas du tout cet énorme travail de raffinement, d'alchimie que vous faites. Mais le principe simple du miroir, à la limite, ne suppose pas des calculs. Ah oui, d'accord. Vous prenez la création de l'État d'Israël le 16 mai, vous allez au miroir et vous cherchez ce qu'il y a. Il y a Yasser Arafat qui proclame la création de l'État palestinien. Donc c'est d'une simplicité absolue. Et une fois qu'on a compris le système du miroir, on n'a plus besoin de faire des calculs. Ce qui serait intéressant, c'est de vous voir travailler sur un thème et de voir comment vous commencez à amorcer quelque chose, voyez-vous. Vous pourriez peut-être nous faire ça, je ne sais pas. Il faudrait une calculette et un thème. Non, mais peut-être vous avez votre thème là, vous avez... Et du papier. Ce serait intéressant de voir comment ça démarre, quelle est la piste. Une ébauche, voilà, c'est ça, ce serait une ébauche. On peut en tirer sur Internet. Vous avez Internet? Vous n'avez pas Internet? Non, moi je veux bien, Oui, mais par contre, j'ai besoin d'une calculette. on peut trouver sur Internet, on peut trouver des centaines de thèmes. On peut prendre le thème Le mien ou n'importe quel. qui vous voulez. Voilà. Donc allez nous chercher un thème. Oui. Vous allez voir en griffon. Non, mais c'est pour voir, c'est que les gens voient un peu comment vous travaillez. Oui, effectivement, c'est parce qu'il y a une... En fait, pour calculer le nombre de formes individuelles, alors. Hein. Comment? Là, on va calculer le nombre de formes individuelles. Oui, à oui, partir bien d'un sûr, thème oui, latin. bien sûr. Non, parce que c'est pas du tout le même travail entre Oui. les figures, là, par Ça, exemple, du livre. oui. Là, c'est autre chose. Là, on ne fait pas de calcul. Comme disait Gérard à l'instant, par exemple, le miroir, je ne sais plus quel miroir qui évoquait. Là, après, c'est un travail de recherche. Ah oui, donc vous avez pris, comment, les dates de naissance? Ben oui. C'est presque de la numérologie alors. Eh ben, on a positionné les dates de naissance astronomiquement sur le zodiaque. Ah oui. Et on obtient l'octagone parfait en 11 secondes. Ah oui, c'est-à-dire que vous avez placé les soleils dans Oui, le zodiaque. les Voilà. soleils. Vous avez placé les soleils dans le zodiaque et ça donne cette forme-là. Tout à fait. Ah oui, d'accord, vous positionnez là. C'est ça votre... Enfin,
C'est ça que vous faites en Donc fait. cette forme d'astrologie-là, elle est parfaitement simple. Ah oui, je vous l'accorde. Elle est d'une C'est ça. simplicité qui rejoint la simplicité aussi du travail que vous faites. je Oui, sais. oui, d'accord. Donc Et effectivement, donc, on obtient très rapidement des structurations très intelligentes. oui, donc effectivement, c'est la position du soleil. Le 14 décembre, vous mettez le soleil en Sagittaire, le 22 novembre en Scorpion, etc. Voilà. Et ça, vous prenez toute une constellation de personnes et elles font. Une constellation elles familiale. forment effectivement. Voilà ce que c'est une constellation familiale. D'accord, je commence à comprendre, oui. Parce que là, ça n'a jamais été montré nulle part, ce genre de choses. Oui, là, c'est effectivement extrêmement simple, mais vous ne travaillez pas que comme ça. Bien sûr Vous ne que travaillez non. pas qu'avec le soleil. Bien sûr que non. Là, c'est pour montrer une structuration familiale très connue. Donc, Alors ça, c'est